Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver, même si bon, j'aurais aimé que ça soit dans d'autres circonstances et qu'on parle d'autres choses aujourd'hui. Avec moi, comme d'habitude, Constant, comment ça va? Ouah, moyennement, moyennement. Déjà parce que Chet s'est blessé, et puis surtout parce qu'avec Charlélie, on vous avait enregistré un épisode la veille de sa blessure, un épisode qui a été purement et simplement jeté à la poubelle, voilà, où on avait discuté pendant 1h15 du début de saison de Casey, sachant que c'était déjà un épisode backup, puis un autre truc qui avait été déplacé. Donc voilà, c'est pas la bonne période au niveau de Non. l'enregistrement. Il y a tout qui est décalé, tout est déplacé, et quand on arrive à trouver un créneau, Chet, il te trouve le moyen de se blesser. Donc c'est difficile, là. Non, compliqué en ce moment, ouais, on s'est fait prendre à notre propre jeu d'attendre un peu quelques matchs avant d'analyser ça et au final, on a peut-être attendu, On n'a un plus match rien de à trop. analyser parce Voilà, on n'a qu'il a plus tout rien chamboulé. parce que ouais, parce que tout a été chamboulé. Effectivement, normalement, on aurait dû parler de tout ce qui se passe depuis le début de saison sur le terrain, de nos observations, de nos conclusions, voilà, tout ça. Mais on va parler, de la blessure de Chet qui est arrivée ce début de semaine ou cette fin de semaine dernière, c'est pas comment vous considérez la chose. Chet sera absent de 8 à 10 semaines avant de reprendre une activité. On ne parle pas forcément d'un retour sur le terrain à ce moment-là, bien à prendre en compte. Et bien sûr, c'est un énorme coup dur pour OKC. On verra ensuite, d'autant plus la situation actuelle. On aurait été très positif en temps normal vu le début de saison d'OKC. Là, on est un peu plus. C'était un peu rabat-joie cette blessure, largement même. Bon, Constant, juste en intro, un peu. Heu, comment tu as réagi? Qu'est-ce qui te vient en tête, un premier truc sur ça? Ce qui me vient en tête, c'est que c'est le premier match de la saison que je ne regarde pas en direct. Voilà, donc je me réveille, je me réveille déjà, je vois -18, je fais: «Qu'est-ce que c'est que ce bazar?» Je vois Chet 4 minutes 30, je me suis dit: «Oh là 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 là, ça c'est pas bon signe du tout». Je vais voir sur Twitter, je vois la blessure, j'entends le bruit de la hanche. Bon, quand tu entends le bruit, tu as assez peu de doutes, on va dire, sur, ce qui a été impacté, hein. Tu sais bien que c'est pas la jambe, hein, c'est bien la hanche qui fait un bruit comme ça. Non, bah, écoutez, beaucoup de frustration parce que, on en avait parlé encore une fois dans l'épisode avec Charlie. Chet Holmgren fait un début de saison, pour moi, il était le clair favori, pour le Depoy, mais vraiment, il y avait même pas de débat, en fait, tellement il était surdominant défensivement. Et voilà, après un joueur qui, avait joué 82 matchs la saison précédente et dont j'avais loué encore une fois dans l'épisode, j'avais dit: «Si on prend les streaks actives, c'était le 5e joueur qui avait débuté le plus de matchs sans en manquer un». Et bah, voilà, et bah, j'ai attiré le karma en disant ça. Donc non, beaucoup de frustration, beaucoup de déception pour lui parce que voilà, c'est un joueur qui a déjà eu des problèmes lors de sa saison rookie, qui était blanche, et on sait que c'est un joueur qui aime jouer. Donc voilà, c'est d'autant plus frustrant pour lui. Lui, on a déjà très vite parlé sur les réseaux, et puis Mmh. évidemment, ça impacte de manière, assez, grande le Thunder sur un laps de temps très long. Parce que s'il avait été absent que 2 semaines, bon, ça aurait été embêtant, mais ça n'aurait pas été catastrophique. Là, on parle de minimum 2 mois avant la reprise des activités, c'est-à-dire que, pendant 2 mois, il fait rien. Donc c'est même pas sûr qu'au bout de 8 semaines, il soit déjà cleared à jouer. Donc oui, c'est un gros coup dur pour OKC dans un début de saison NBA où globalement les stars et les role players d'élite se blessent par, cargaison, j'ai envie de dire. Mmh. Je sais pas s'il fera rien de 2 mois, mais en tout cas, il fera pas grand-chose. Ça risque de le Ouais. limiter un petit peu. Effectivement, là, sur sa chute, au début, tu te dis, «Bah, c'est pas la jambe, c'est peut-être tant mieux et tout, c'est la hanche et cetera». Bon, c'est peut-être quand même tant mieux, avec la durée, mais effectivement, la blessure, quand tu vois derrière qu'il peut pas poser le pied et cetera, tu te dis: «Bon, on va voir ce qui se passe et tout» et au final, ouais, effectivement, on est, sur une blessure encore inédite pour un joueur de basket, c'est ce qu'on disait en off, Mmh. assez, de pas beaucoup d'antécédents de guérison, de tout ça et cetera. Donc on en parlera ensuite de quel impact ça pourra avoir. Mais globalement, ouais, blessure d'un joueur, ultra majeur, j'ai envie de dire, ton équipe, peut-être même le meilleur de l'équipe sur le début de saison. Je pense que ça se débat, potentiellement Mmh. sur, si, donc vraiment une perte importante. Aussi importante parce que il était dépositaire de quelque chose en défense, de ta protection de cercle, d'une grande partie de tes rebonds et cetera et on va en reparler ensuite. On va très vite le ressentir ça, je pense. Il était jusqu'au allez, on va dire option 3 voire option 2 sur le début de saison.
Mmh. jusqu'à ce que J-Dub se réveille. Donc ouais, la perte est vraiment préjudiciable et moi direct, j'ai dit: «Bah, c'est encore plus préjudiciable parce que ces 2 ou 3 backups sur le moment étaient out aussi et le sont Mmh. encore d'ailleurs, si on compte, sauf si on compte Kenrich bien entendu. Mais Hartenstein n'est pas là, Jay Will n'est pas là, du coup c'est encore plus préjudiciable et là actuellement, bah, tu es à sec quoi, hein. Ouais, plus On rien, a vu plus lors rien. des matchs, hein, tu es à sec concrètement, et puis ouais, bah, l'année dernière, on avait été un peu bénis des dieux par les blessures. Le Ouais, nombre de matchs manqués de tes joueurs majeurs se comptait peut-être sur le doigt d'une main, en gros, hein. oui. Là, cette année, bon, bah, on est sur un autre délire, on va dire, hein. Bah, de toute façon, je crois que c'est un insider du Thunder qui l'a tweeté et j'allais en parler de toute façon, sans même le tweet, mais si vous comptez le nombre de matchs manqués par l'intégralité des joueurs du Thunder sur l'intégralité de la saison l'an dernier, il y en a 61, sachant que Kenrich, il me semble qu'il doit louper les 8 ou 9 premiers matchs de la saison l'an dernier. Bah, il y en a 52 sur, 82 matchs sur 15 joueurs. Là, OKC, en comptant les absences de cette nuit, va être sur 49 matchs manqués en, bah, du coup, en 11 matchs, non 12 matchs. Bon, OKC est déjà dans le top 5 en termes de toute la NBA, en termes de nombre de matchs manqués et je pense que ça va y rester derrière pendant un sacré paquet de temps, même s'il y a des intouchables comme Memphis, hein, qui bien évidemment, est, exceptionnel en termes de blessures. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est impactant parce que c'est le dépositaire de ta défense. Après, il y a voilà, il y a plein de stats qui étaient, qui illustraient à quel point Chet était dominant défensivement. La perte d'efficacité, infligée aux adversaires sous le cercle était, moins 19 points. Il était au niveau de Wemby. Enfin voilà, c'était le ton ancre défensive, c'était ton ultime rempart et effectivement, OKC était la meilleure défense du cercle de toute la NBA en termes d'efficacité avec Chet. Là, on a vu sur, allez, les 2 matchs, parce que le match face à Golden State, il est pas là. S'il joue 4 Non, minutes ça et compte pas, après ouais. il se Mmh. blesse. Voilà, ça donc on a vu sur 2 matchs que la défense près du cercle, eh ben, quand il y a plus, Chet, soit, tu es très difficilement, stoppable, on va dire, ou soit tu stoppes très difficilement tes adversaires, soit si tu les stoppes, eh ben, tu laisses beaucoup de brèches, notamment à 3 points. Donc, oui, c'est une perte qui est énorme et on va être honnête, hormis Shai, sur ce début de saison, et je pense que c'est la perte la plus, difficile que tu pourras avoir parce que J-Dub, bon, il a une activité défensive qui est très bonne, offensivement, ça reste malgré tout ta deuxième option, c'est le dépositaire de la seconde unit. Mais ce que tu perds défensivement avec Chet et surtout illustré par ce que tu as dit, le fait que tous les backups soient blessés, bah, tu as un trou béant qui est Ouais, laissé dans c'est ta ça, ouais. C'est ça surtout, ouais. C'est ça et qui est préjudiciable en défense aussi, que tu as plus de protection, plus de rebond. C'est que tu as aussi personne derrière. Les seuls joueurs grands, quand on y reviendra, que tu as sur le banc, tu pas forcément envie de les faire jouer ou au moins de les faire jouer en poste 5 parce que c'est pas forcément leur champ de compétences, on va dire. mmh. Donc non, effectivement, ouais, sur ce début de saison, on pouvait difficilement, imaginer pire que presque cette blessure-là, à part celle de Shai, comme tu as dit. Donc non, c'est un vrai coup dur. Heu, Heureusement qu'OKC avait plutôt bien démarré la saison et encore en 9-2 d'ailleurs, a bien réagi lors du dernier match contre les Clippers. Mmh. Maintenant, on va dire dans les mois sans Chet et peut-être même plus précisément dans les semaines sans Hartenstein qui sauvera un petit peu les meubles peut-être à un moment, on en reparlera. Comment on va survivre pour toi? Est-ce que OKC va quand même tenir un petit peu la baraque, tenir, ce spot au moins en play-off, peut-être davantage du terrain? Comment tu vois les choses? Ah ouais! En fait, moi, je suis passé par plusieurs états. Je suis passé par: «OK, c'est la merde». Voilà, c'est le 1er état, c'est: «OK, c'est la merde, on n'a plus d'intérieur, ça va être très compliqué». Après, je me suis dit: «Bon». En fait, il y a plusieurs trucs. C'est que pour moi, on en a parlé tout au long de l'été et les médias américains en ont parlé tout au long de l'été. OKC était vendu comme une équipe hyper profonde, comme une équipe, qui fait jeu égal avec Boston. Eh ben, c'est le moment de le prouver. Je trouve que voilà, Boston, OK, ils jouaient dans la conférence Est, OK, ils avaient une attaque extraordinaire, mais Boston l'an dernier, ils sont en 21 victoires, 4 défaites sur les matchs où Kristaps Porzingis est absent. Donc c'est à toi de prouver que tu es capable d'être une équipe aussi dominante, en tout cas que tu es capable de rester à flot. Je trouve ça, pas une «bénédiction» entre guillemets, mais en tout cas, ça va être un des premiers tests que cette équipe va pouvoir avoir en tant que réellement statut de contender. Au niveau des blessures, comment elle va être capable de réagir et le match face aux Clippers me laisse un petit peu d'optimisme sur le fait que cette équipe est capable de s'adapter. Je pense que si tu es une grande équipe, si tu es une très forte équipe, tu peux toujours trouver les moyens de t'adapter, tu peux toujours trouver les moyens de dominer. Après, pour moi, la suite, elle se divise en 2 parties.
La première partie, c'est survivre jusqu'au rétablissement et la réévaluation d'Isaiah Hartenstein. On ne sait pas trop quand il va être évalué, mais allez, on va dire d'ici fin du mois de novembre. On espère une réévaluation et potentiellement un retour. Donc ça laisse 2 semaines et demie où tu dois survivre. J'avais dit dans le précédent podcast que le homestand tombait pas forcément au bon moment parce que c'était le plus long homestand de la saison et tu as plutôt envie d'avoir ça en fin de saison quand tu es cramé plutôt qu'en début de saison. En fait, il tombe très bien parce que du coup, on va dire, ça fait des matchs à domicile contre des adversaires qui sont relativement prenables. Mais ouais, pour moi, on parlera du calendrier un peu plus en détail après, mais il y a vraiment 2 parties. C'est là, pendant 2 semaines et demie, survivre parce que tu sais que Géline ne va pas revenir. Tu sais qu'Hartenstein ne sera pas réévalué avant la fin du mois de novembre. Et après, quand tu vas commencer à récupérer ces 2 joueurs-là, tu seras tellement fort que oui, tu auras forcément une perte qui sera liée à l'absence de Chet, mais ça va largement le faire. Donc pour moi, c'est vraiment 3 semaines de survie et ensuite tu vas repartir sur des standards qui sont corrects. Même si voilà, au niveau du bilan, je pense pas qu'OKC va s'écouler. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'on l'a vu, ouais, contre le Magic Clippers et même, en fait, depuis le début de saison parce que dans cette mauvaise nouvelle, en fait, depuis le début de saison, comme tu as pas de backup, il y avait, presque l'intégralité des minutes sans Chet que tu jouais sans pivot. Mmh. Tu as pu expérimenter des choses, tu as mis Alex Caruso en backup pivot presque depuis le début de saison, j'ai envie de dire. Mmh. Voilà, il y avait plein de choses essayées, l'ultra small ball dont on a discuté, pas mal sur Twitter et cetera et en fait ça, et c'est ce qu'ont dit les joueurs d'ailleurs et le coach, hein, tu étais pas si surpris que ça, aussi, voilà, perturbé que ça, parce qu'ils avaient déjà expérimenté ça, en fait, de jouer ultra petit. Bon là, on pousse les limites de la chose vraiment sur des un Chez truc le plus grand inédit, hein. joueur du 5 majeur. Ah C'est ouais, même c'est Mike D'Antoni dans ses rêves les plus fous, il l'a pas envisagé. Je pense j'ai pas vu si la stat a été postée ou si elle a été retrouvée, mais honnêtement, hormis, tu sais, les derniers matchs de saison régulière, je me mmh. demande si c'est pas le 5 majeur le plus petit de l'histoire depuis, pas de Je l'histoire, mais depuis un sacré paquet de temps, hein. Je crois qu'ils ont dit que c'était le premier à marquer autant de points contre les Clippers, si je me trompe pas, ou Ah un bah, truc comme ça, je il y avait sais un pas, truc mais mais ouais, là, tu es sur un truc historique quand même, en termes de taille, voilà. Mais ouais, c'est intéressant, parce que, bah, ouais, tu cherches d'autres solutions. Tu as des joueurs qui vont avoir de l'opportunité de se développer aussi, mmh, heu et puis, mine de rien, je pense que ça arriverait à d'autres équipes, ça se passerait peut-être moins bien qu'OKC où tu as une espèce de solidarité, défensive et offensive, j'ai envie de dire, où, tu sens que, bah, là, on est en galère sous le cercle. Bon, bah, on va tous se sacrifier, s'il faut pour essayer de faire vivre le truc et mettre encore de l'agressivité comme on aime le faire, enfin voilà, garder cette identité de jeu-là, même si ton dernier rempart n'est plus là et ben, on va trouver des solutions et cetera. Parce qu'on va le dire honnêtement, il y en a qui nous parlaient de trade et cetera. Bon, ça arrivera pas. Mais jusqu'à le retour d'Hartenstein, tu as aucune solution au poste 5. Tu es sur du bricolage, avec du small ball, avec Caruso, avec Kenrich, avec Wiggins, avec J-Dub qui fait un taf exceptionnel, hein. Enfin, il fait ce qu'il peut, mais il fait un taf quand même assez fou J2. contre les Clippers. Ouais, Ouais, non, mais franchement, J-Dub, enfin, il faut voilà, on peut critiquer son début de saison offensivement parce qu'il est pas top. Mais J-Dub, sur le match face aux Clippers, il doit défendre le post-up face à Zubac, il doit faire le box mmh, out et puis après quand ça sert pas Zubac, il doit essayer de faire des deflections sur les lignes de passe. Après en attaque, il doit gérer la seconde unit. Enfin, l'activité que ça demande et ça c'est une des craintes qu'on peut avoir, je pense, c'est ouais, que la débauche d'énergie qu'il va falloir à cette équipe. Waouh! Parce que là, tu vois, sur le début de saison, le minutage, franchement, il est tranquille. Bon, ça joue 30-31 minutes, les matchs, ils sont pliés au bout de 3/4 temps. Puis le match face aux Clippers, je sais, il est déjà pas loin de jouer 40 minutes. Là, par mmh, contre, surtout quand tu es une défense très agressive et tu vas avoir besoin d'être encore plus agressif parce que, bah, comme tu peux pas protéger le cercle, on va dire que ce que tu as encore plus envie de faire que ce que tu faisais quand Chet était là, c'est de provoquer des turnovers, tout simplement, pour jouer du jeu de transition. Donc, va falloir demander une débauche d'énergie énorme et puis surtout, si tu protèges la peinture, bah, tu vas laisser les 3 points ouverts, donc faut sortir, donc une énorme débauche d'énergie. Donc ouais, je pense que voilà, J-Dub, honnêtement, sur le match face aux Clippers, il est bluffant d'activité, que ce soit défensivement ou offensivement et la question qu'on peut se poser, c'est, bah, il y a un moment, je pense que tu peux comme la saison 2022-2023, hein, souvenez-vous, la saison sans Chet, tu peux finir, un peu cramé, comme OKC avait ouais. fini un peu cramé sur la fin de saison. De toute façon, là, ça va être une question, d'équilibre, j'ai envie de dire. C'est est-ce que
tu provoqueras assez de turnover, et ton attaque sera assez productive, ce dont Mmh. je crois parce que je trouve qu'offensivement, alors Chet a porté grandement, mais là, tu deviens tellement imprévisible et tellement chiant, Zubac, je savais pas qui défendre, je pense, on parle du Ouais. match contre les Clippers. Un coup, il est sur Dort qui a fait que tirer, un coup, il est sur J-Dub qui le faisait courir dans tous les sens en contre-attaque. C'est vraiment un casse-tête pour les pivots adverses, ils sont pas très mobiles à défendre. Donc est-ce que cet équilibre turnover, attaque et transition, donc on pousse vraiment la balle aussi, c'est pour ça que ça score peut-être un peu plus aussi. Là, tu as vraiment l'impression de pousser la balle. Ça sera suffisant pour compenser, bah, comme tu as dit, ton manque de protection de cercle. J'entends aussi par là le manque de défense de post-up ou voilà, de grands qui vont sanctionner la petite taille du défenseur. Ton manque de rebond, effectivement. Et en fait, on est tellement, et ça tu l'as bien dit, dans une optique de protéger le cercle. Si vous regardez le match contre les Clippers, c'est flagrant. Tu as des Mmh. moments, tu as les 5 joueurs qui ont au moins un pied dans la raquette, qui sont tous plus ou moins ouverts à la balle ou voilà, qui sont pas fermés en train de défendre leurs joueurs et qui Mmh. par contre font des close-out aussi forts qu'ils peuvent pour essayer de limiter les 3 points. Il y a des mauvais, ça n'a pas trop marché contre les Clippers, honnêtement. D'autres fois, ça Non, marchera mieux. D'autres non, fois, bah, ça on n'a pas marchera été mieux. tout Des le temps, fois, hein. ouais, voilà. Des fois, ça marchera mieux. Contre certaines équipes compétentes, ça marchera pas. Mais oui, la débauche d'énergie est immense. Et ouais, après, je prends l'exemple de J-Dub. Là, je le sens beaucoup plus en jambes qu'en début de saison, mine de rien, enfin, de ce qu'il Mmh. a montré. Mais ça peut vite basculer dans le mode ça commence de tirer parce que je joue 40 tous les soirs et que je me tape des joueurs qui font 20 centimètres de plus que moi, quoi. Donc, ça peut être Ouais. assez compliqué là-dessus. C'est là où on voit, pour moi, il y a un joueur qui devient absolument vital. Il l'était déjà, mais qui devient absolument vital dans la défense de Casey, c'est Alex Caruso. Parce qu'Alex Caruso, autant on peut le critiquer offensivement, voilà, il est pas adroit. Oui, effectivement, il est pas adroit. Mais par contre, l'activité défensive de Caruso, enfin bon, c'est lui qui défend le post-up de Zubac, c'est lui qui doit faire les box-out, c'est lui qui doit s'arracher au rebond. En fait, Alex Caruso, il a une telle activité off-ball que pour moi, il a quasiment l'impact défensif que peut avoir un intérieur, tout en étant un extérieur. Donc bon, là, le match face au Pels, vous aurez le résultat. Nous, on l'a pas, il n'est pas là, en espérant que son problème, c'est à la hanche aussi, je crois, en plus, hein. Ouais, ouais, ça Euh, la hanche, il a dû Ips prendre un Hornets, ouais, coup. ouais, voilà, ouais, bon, on a des problèmes de hanche au OKC cette année. Mais en espérant que ces petits bobos ne soient que passagers et que c'est un peu du repos caché, on va dire, vu l'effectif des Pels qui est quand même assez encore plus amoindri que le nôtre, je dirais. Mais oui, pour moi, Alex Caruso, typiquement, va être un joueur crucial défensivement parce que bah, c'est un peu lui qui va pas forcément défendre sur le porteur de balle et qui peut être un petit peu disruptif défensivement. Mais tu vois que dans cette débauche d'énergie, typiquement, le match face aux Clippers montre une certaine limite physique malgré tout. C'est-à-dire qu'au première mi-temps, Zubac, je crois, il met genre 4 ou 6 points. Les entry pass, elles sont toutes refusées, on pique des Ouais. ballons. Deuxième Première mi-temps, action, il y a une interception de J-Dub sur ouais, l'entry pass et contre-attaque. Déjà, ouais, ça te pose les ah ouais, bases du truc. c'est Ouais. ça. Et par contre, en deuxième mi-temps, et surtout dans le quatrième quart-temps, fallait pas un cinquième quart-temps parce que Zubac, il commençait à te rouler dessus. Mmh. Tu sentais que l'impact physique à la fin, J-Dub, il en pouvait plus, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette notion où OKC va aller au bout d'un processus qui est, bah, familier du Thunder, mais là, il va vraiment être poussé à l'extrême. On l'a vu face aux Clippers. Là, tu vas vraiment jouer un jeu de possession, mais un jeu de Ouais. possession poussé à l'extrême. C'est-à-dire, OK, toi, tu auras les rebonds off, par contre, moi, j'aurai les turnovers et c'est qui va jouer ce petit jeu de la possession que tu vas potentiellement gagner. Mais de l'autre côté du terrain, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi, OKC doit aussi profiter du fait d'être petit pour sortir certains intérieurs de certaines match-up. Zubac, comme tu l'as dit, en repli défensif, c'est pas terrible. Il savait pas trop qui défendre. Et on va vous citer après la liste des pivots qu'on va affronter sur les 2-3 prochaines Mmh. semaines. Il y en a quelques-uns que tu peux vite sortir des match-up à partir du moment où tu commences à jouer du jeu de transition. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mmh. Non, après, ouais, ce qui est intéressant offensivement, moi, ce que j'ai noté là sur le Magic Clippers, c'est que même si tu joues sans Chet, tu as quand même un pseudo intérieur. Tu pas sur un five out, tout son arc de cercle et cetera. Tu as très souvent un joueur qui va jouer le pick and roll, un Wiggins, c'est très bon là-dessus. On a vu du Dort le faire un petit peu, de J-Dub. Tu as très souvent aussi, et ça on le faisait même en début de saison avec Chet écarté, on met un joueur dans le dunker spot et on le sert. L'une des Mmh. dernières actions où Shea donne la balle à J-Dub ou l'inverse d'ailleurs Non, aussi, c'est je crois l'inverse. Je voulais en je crois on fait, parler. on fait presque les deux, ouais. Mais oui, c'est Ouais. où J-Dub donne à Shea. Shea, il est planqué dans le dunker spot, c'est vraiment bien joué. Et l'action d'avant, tu as un backdoor de Dub dans le dos de la défense, Mmh. servi par Shea cette fois. Des choses qu'on aimerait voir très souvent, si possible, ça. Mais ouais, en fait, notre jeu s'adapte déjà bien à ça et tu as des joueurs tellement polyvalents et tellement
ancré dans le système maintenant, honnêtement, hein. Mmh. Franchement, à Wiggins, tu sens que le système, il est maîtrisé sur le bout des doigts. Il sait exactement ce qu'il doit faire, quand il doit prendre le tir, quand il doit enfin, la majorité des joueurs, c'est ça. Voilà, le seul qui était un peu moins dans cette optique-là, je trouve, depuis le début de saison, c'était Caruso. Bah, bien entendu, il vient d'arriver et je trouve qu'il manquait un peu de confiance. Dernier match, très bien. Après, on attendait surtout de lui défensivement et tu l'as bien dit, lui, dans le playmaking défensif et ouais, on l'a pas beaucoup vu au final sur le porteur balle parce que Lou Dort est, Bah, indécent sur le début de Harden, ouais, saison. ça va, C'est honnête. voilà. On l'a beaucoup Sauf vu, sur ouais, en Curry, aide, ouais, moins sur Curry. On l'a comme beaucoup d'hab. vu en aide, aller taper la balle, prendre des rebonds et cetera. On l'a beaucoup plus vu sur ce playmaking-là, et lui, c'est le seul que aussi j'ai vu être défendu, par Draymond Green notamment à 3 mètres. On aurait dit Josh Mmh. Giddey, prime, donc Un ça peu juste Dort ça aussi, hein. ouais, mais bon Dort, Il commence souvent à mettre l'intérieur sur Dort. Mais comme il y a plus mais d'Elie à mettre sur Chet, oui, voilà, sauf que Dort met dedans là, en plus pour l'instant, ouais. donc ouais, il y aura peut-être ça à surveiller, mais offensivement, en fait, je trouve que c'est pas que tu vas gagner à ce qu'il soit pas là, Chet, mais tu vas développer d'autres choses, du rythme. Là, le rythme contre les Clippers était, ça partait dans tous les sens, hein. Ça Mmh. tirait à 3 points en première intention, ça drivait partout, tout le monde jouait le 1 contre 1, enfin, voilà, on avait vraiment une bonne dynamique. Le problème pour moi est plus défensif, honnêtement, Mmh. parce que là, il te manque sa taille, il te manque sa protection et parce qu'encore une fois, bon, certains vont nous dire: «Il y a Dieng», certains Dillon Jones et Oh, cetera. oh, oh là là. Dieng déjà, alors oui, il a peut-être un peu plus la taille, mais quand il joue, il est même pas poste 5 en défense. Quand Non. il rentre contre les Clippers, il défend même pas Zubac. On laisse Zubac à J-Dub, il défend sur un ailier et Dillon Jones, c'est plus, du gadget où oui, il a un côté rebondeur, mais bon, En c'est attaque. ouais, Wouah! ouais, c'est Il a dur. il a 23 ans, on a l'impression il est perdu, il sait pas ce qu'il doit faire. C'est dommage quand même pour un joueur de Mmh. 23 ans. Mmh mh. Mais après, ouais, en attaque, tu vas jouer du chaos basketball, mais poussé à l'extrême, quoi. Et l'avantage que j'ai envie c'est ce que j'ai envie de dire, «l'avantage» entre guillemets, c'est que Chet était tellement pas un créateur de séparation via sa pose d'écran que ça change pas grand-chose Non, sur le pick and fran roll, quoi. franchement, Caruso pose des meilleurs écrans que Chet, honnêtement. Ouais, pas loin, pas loin et puis comme tu as un franchise player qui est meilleur quand c'est un guard qui pose l'écran que quand c'est un intérieur et qui a pas vraiment de jeu de relation avec un intérieur, ça lui pose pas trop de problèmes. Ça va encore. Offensivement, non, moi j'ai pas de doute en le début de saison offensif d'OKC avait été, moyen et puis Ouais. finalement tu fais: «Comment ça OKC est déjà, 8e attaque de NBA là? Comment ça?» Bah, en fait OKC est déjà la meilleure défense et déjà une top 10, attaque. Donc oui, depuis le match face à Orlando, ça se débloque bien offensivement, hein. Le match face à Denver, Houston et puis, les Warriors surmontent un peu sur un coup du sort, on va dire, ou en tout cas sur un run, imprévu et le match face aux Clippers, c'est un déroulé offensif sans adresse extraordinaire en plus, parce que tu dois shooter à 37-38 à 3 points, donc rien non plus de monstrueux. Mais voilà, je trouve que c'est offensivement, ça va aller, ça va permettre potentiellement à Shai et à J-Dub de prendre leurs responsabilités, ce qu'ils ont pas toujours pris sur le début de saison et puis, il y a d'autres joueurs qui vont être capables de s'illustrer, voilà, des Aaron Wiggins, des Cason Wallace, des Isaiah Joe. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent suppléer la perte de Chet en soi parce que c'était pas non plus, on va dire le joueur qui est, indispensable ou qui est, irremplaçable dans tes schémas offensifs. Mmh, mmh mh. Non, ouais, j'attends de voir après si on confirme ces progrès offensifs-là, mais ouais, je suis comme toi, j'ai pas trop de doutes. Je sens que ça va être, là-dessus, on en aura pas on sera pas en angoisse comme en défensivement on pourra l'être, je pense, Mmh. par passage où, ouais, comme tu l'as dit, pour revenir à ça, contre les Clippers ou en fin de match, ben, quand il faut refaire les efforts, garder la lucidité, c'est plus dur. Tu Zubac qui en transition, met J-Dub dans son dos et il y a une lob pass directe sur, presque du milieu de terrain pour marquer, des choses comme ça que tu voyais pas au début. Après, tu as parlé de chaos en attaque, je pense qu'on va amener du chaos défensivement aussi, hein. Je pense qu'on va attraper, on va commencer de trapper sur pick and roll, je pense qu'on va le faire beaucoup au poste bas. Je pense qu'on va dire aux joueurs: «Vous voulez trouver des tirs et ben, on va falloir faire avec, tous nos gars au milieu de la raquette en train de se jeter partout, en train de faire des close out et essayer de jouer des interceptions». Je pense qu'il y aura des passages un peu comme ça et on l'a vu un peu encore une fois contre les Clippers où, ouais, vraiment on est à vif sur, se jeter sur la balle dès qu'elle est donnée, provoquer des mauvaises lectures, en gros, des joueurs un peu plus faibles adverses et cetera, je pense. Oui, oui, bon, c'est ce qu'on faisait déjà, depuis le Oui, début de la beaucoup, saison, oui, oui, hein, oui, on va être carrément. honnête, hein. C'est ce que tu faisais déjà sur le début de saison, c'est juste, bah, là, face aux Clippers, ils perdent combien? 25 ballons, je crois. Enfin bon, Ouais. c'est
Bon, voilà, bref. Mais voilà, de toute façon, ma hot tech, moi, plus ça fait 11 matchs, elle est toujours bonne, ma hot tech, hein. Je pense que avec la blessure de Chet, on va arriver à un moment où ça va plus être une hot tech, en fait, ça va être un Ouais, situation fact. Première hot tech qui sera bonne de l'histoire, mais non, non, mais après, ouais, défensivement, mais en fait, c'est que t'es petit, mais les joueurs font tous la même taille. Du coup, ouais, tu veux demander un switch, tu vas passer d'un mec qui fait 1,96 à un autre mec qui fait 1,96, ou tu vas passer d'un mec qui fait 1,96 à un mec qui fait 1,98. Donc oui, après, tu vas être très agressif sur le porteur, mais bon, bah, ça va être le revers de la médaille, c'est que ça va être beaucoup de 3 points wide open concédés. Et là, va falloir sortir très fort sur les close-out. Et donc, un Caruso, typiquement, a su le faire partiellement sur le match face aux Clippers. Après, tu vas demander à Shai, bah, typiquement, d'être un peu plus concentré défensivement que ce qu'il a pu être sur le début de saison. Euh, Pas mordre au pump fake, hein, d'Andrew Wiggins, parce que sinon, bah, voilà, on voit le résultat. Et pas mordre au pump fake de PJ Washington, parce que sinon, on voit le résultat aussi. Faut qu'il arrête de mordre au pump fake. Voilà, de toute façon, un joueur n'a jamais contré un tir à 3 points avec 4 mètres de retard. Donc, arrêtez les pump fakes. c'est rare. Peut-être Wemby, Voilà. mais encore. Ouais, voilà, Wemby ou Zion en NCAA, mais vraiment, ça ne sert à rien de sauter de toute façon. Vous faites votre close-out gentiment et puis voilà. Mmh, Mais non, non, mais de toute façon, ouais, il y a ce côté où tu vas pousser vraiment. J'ai l'impression de parler de Mike D'Antoni quand il met Robert ouais, Covington pivot, quoi. Tu avais un schéma qui existait et en fait, tu vas le pousser à l'extrême. Alors, c'est clair qu'il y a des soirs où ça va être une catastrophe parce que, en défense, tu auras peut-être pas l'énergie pour être suffisamment actif. Peut-être qu'en attaque, bah, tu mettras pas dedans, donc du coup, tu vas concéder beaucoup de transitions défensives et tu auras pas le temps de vraiment installer comme tu veux. Il y a des soirs où ça va être, ce type de match, typiquement face aux Warriors, hein. Warriors, les, pénétrations, bah, tu te faisais ouvrir sous le cercle et puis, bah, tu as décidé de fermer. Puis quand tu as décidé de verrouiller, bah, tu te faisais dégommer par n'importe quel shooter qui était un peu wide open. Donc voilà, je trouve que forcément, quand un schéma est extrême, tu vas avoir des soirs où ça va pas être ton soir, tu vas avoir des soirs où ça va être mieux, on va dire. Mais mmh, mmh, ça mmh, va être mmh. fun. Par contre, nous qui craignons d'avoir pas grand-chose à dire sur la régulière, je pense que là, on va être dans des situations où on va se dire: «Waouh, qu'est-ce que c'est que le match là? Qu'est-ce que c'est cette activité?» Ouais, puis après, en plus, dans quelques semaines, tu auras Hartenstein qui sera très intéressant d'ajouter à ça et on va jouer même encore différemment, hein, les minutes où il sera là, même Ouais. complètement différemment, je pense. Donc ouais, c'est j'attends de voir. Après, ouais, les line-up avec, 4 guards où tu as, le plus grand, c'est Wiggins et tu as Mitchell, du Joe, voilà, c'est tout ça. En vrai, c'est un délire, hein. C'est vraiment, ouais, c'est du Mike D'Antoni dans un style, différent, mais c'est un peu la compa, hein. On pousse vraiment à l'extrême le truc des guards, de on joue petit, de voilà tout ça, hein. Ouais, Mais ouais. honnêtement, je trouve ça intéressant parce que du coup, offensivement, on le redit encore, tu es tellement, imprévisible, tu as tellement tout le monde qui peut tout faire que tu te retrouves à défendre Shai qui prend 2 écrans, en fait, il va poser un écran, enfin, c'est n'importe quoi, en vrai, ça doit être un enfer à défendre, en vrai. C'est du basket rigolo, hein. C'est du basket En fun. vrai, ouais, je Après voilà, nous on est réputé pour pas aimer les pivots. Bon, on aimerait bien en avoir un ou 2 disponibles quand même de temps en ah, temps. c'est Bon abusé. moi j'avoue le small ball ça me fait beaucoup rigoler. Quand j'ai vu le 5 majeur, ça m'a fait avoir des sueurs froides dans un premier temps et dans un second temps, je me suis dit: «C'est quand même rigolo d'avoir 4 Ouais. mecs d'un 96». Mais oui, de toute façon là, c'est bon, ça va être une solution temporaire, mais ça peut pas être une solution définitive et c'est là où franchement, je retire tout ce que j'ai dit de négatif sur Isaiah Hartenstein. Incroyable signature, vraiment Bah, là, oui. quel joueur formidable. Ouais, l'impact d'un All-Star dans un role player, bien sûr, hein. Isaiah Hartenstein, c'est ni plus ni moins que cela. Non, non, mais heureusement qu'on l'a signé, enfin heureusement que Isaiah Hartenstein a été signé par le Thunder parce que ah s'il avait pas été là, waouh! Ça aurait été Jeline et puis c'est tout, voilà. Ah puis, en vrai, honnêtement, même Jeline, faut voir, mais dans le comment tu es actuellement et comment tu défends et t'attaques, je me demande si ça serait même pas plus négatif de le mettre, tu vois? C'est J'ai vraiment cette possible. question. Pas parce que c'est un joueur négatif, mais parce que vu comment tu joues, Il a j'ai pas un la peu de mal à vivacité, tu peux pas l'explosivité, switcher autant s'il est là, il y ouais. a plein de choses que tu peux pas faire, après, peut-être pour revenir sur les prochains affrontements et notamment les pivots, là, Zubac était un très bon exemple de ce que tu vas devoir subir, potentiellement certains soirs où tu as
un pivot costaud, grand, qui a des mains, qui joue bien de son corps, etc. Parce que Zubac, c'est un très bon joueur, fait une très bonne Ouais, et saison puis d'ailleurs, un surtout le très bon. début de saison, là, ouais. Ouais, excellent début de saison, mais qui voilà est un pivot très compétent, j'ai envie de dire, notamment dans ce que les Clippers lui font faire. Hein. Il y a d'autres trucs qui l'est moins, mais là, dans comment il est exploité, dans ce qui fait mal à OKC, il est très bon. Mm. Donc je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'on va devoir subir les prochaines semaines. Et peut-être qu'il y aura des équipes, effectivement. Bon, on parle pas des Pelicans là, parce que ça va être très faible et qu'il n'y a pas de joueurs de ce Oh calibre-là. là, attends. Mais je Attends, parle, je le parle au poste de 20-12 pivot. d'Yves Missi. Ouais. Le 20-12 Je- d'Yves ouais, Missi, ouais. j'avoue que si on prend ça, le match de sa vie. Mais non, potentiellement, en tout cas sur le papier, tu as moins de joueurs. Tu auras des équipes, là on va bientôt jouer Dallas, où tu pas du tout le même profil de pivot. Tu auras pas de post-up, etc. Par contre, le rebond off, tu vas te faire détruire, on va Ouais, et être puis honnête. la menace sur lob, Ah ouais, ça ça va être ouais, compliqué, hein. on a intérêt de sortir la détente et de de faire des fautes en bas parce que sinon voilà. Ça va être compliqué. Donc tu auras un peu de tout, tu vois? Tu as les Kings bientôt, là où Sabonis va nous casser en 2, les Lakers Les aussi, ça va être Lakers. dur. Les Lakers, ça va être dur, voilà. Les Warriors ont pas ce profil-là, mais on a vu que ça nous posait quand même problème là, donc même si le Ouais. match était spécial, j'avais l'impression avec la blessure de Chet et cetera, je trouve que c'était un Ah, les un peu mecs un truc spécial. étaient morts intérieurement, hein. Enfin, Ouais, je pense. tu regardes la conf de presse après match, ils sont tous dépités, hein. La première Mmh. fois qu'on les voit dépités à ce point-là d'ailleurs. Et c'est là où tu vois le match face aux Clippers. On peut critiquer les calendriers NBA, dire: «Oui, machin, il y a trop de back-to-back», mais la possibilité de jouer un match moins de 24 heures après une news comme ça et de repartir avec une win, tu sens Ouais. que c'est voilà, c'est le genre de match et c'est le genre de performance qu'il fallait pour, pas remettre le groupe sur des bons rails, mais pour dire: «OK, bon, oh, bah, on se retrouve face à l'adversité, on va la jouer, quoi». Donc, oui, Mmh. après le calendrier, tu vois? Si on part du principe que, Isaiah Hartenstein, on ne sait pas trop quand il va être réévalué. Mais là, normalement, il me semble que, au moment où on enregistre, ça doit faire 3 semaines. Donc, d'après Chaves, c'était réévaluation entre, 4 et ou 5 ou 6 semaines. Bon, bref. Admettons, il ne revient pas avant le mois de décembre. Bon, sur la fin du mois de novembre, il y a les Pels, vous aurez le résultat, mais les Pels qui ont encore plus de blessés qu'OKC. Bon, il y a Yves Ouais, tu pas Missi, d'excuse là, ouais. non, mais c'est victoire obligatoire. Surtout que les Pels, ils sont je crois qu'ils sont en deuxième nuit de back-to-back et qu'ils ont perdu face aux Nets. Bref, tu joues Phoenix. Phoenix qui n'a pas Kevin Durant. Kevin Durant qui est toujours dans son, rite annuel qui est: «Je loupe minimum un match au Paycom Center». Voilà, ça c'est du Je veux pas y Kevin Durant. aller, vous me laissez tranquille. Ah, Je il veut pas aller à OKC, il veut pas il y a 2 ans, il s'était fait la cheville au moment du pre-game warm-up juste pour pas jouer face à OKC. Enfin, vraiment, il fait tout pour pas jouer. Bon, Youssouf Nurkic, là, le dernier match, il était pas là, c'était Mason Plumlee. Mais bon, j'ai envie de dire, OKC a gagné un match l'an dernier où Youssouf Nurkic, il prend 31 rebonds. Bon, hein, c'est pas ça qui va empêcher OKC de remporter le match, surtout que tu es à domicile. Donc ensuite, il y a Dallas. Bon, Dallas, ils sont en 5-6, mais je vous avoue que Daniel Gafford et Derek Lively, quand tu as pas de Ah pivot, ouais. servi par Luka Doncic, ça risque d'être un petit peu compliqué. OK. Ensuite, vous allez à San Antonio. Alors là, va y avoir des images, les amis. Des images qui vont être hilarantes. Lou Juste Dort sur Wemby, des non trucs, mais c'est pensez à l'entre-deux pour débuter le ah match. putain, ouais. Entre Wemby et J-Dub, je pense que ce sera J-Dub. Entre Wemby et J-Dub, ça va être hilarant, hilarant. Bon, malgré le fait qu'il y ait Wemby, les Spurs, c'est quand même une équipe, d'un calibre tout autre que celle d'OKC et même si c'est chez eux, tu es censé quand même gagner le match. Bon, tu es en deuxième nuit de back-to-back, tu reçois Portland. Bon, bah, c'est pas DeAndre Ayton qui va t'imposer un défi physique, hein. Je veux pas être méchant, mais bon. Après la paire Donovan Keegan et Robert Williams que je vois beaucoup de fans d'OKC, réclamer en trade. Robert Williams, si vous voulez encore un pivot blessé, effectivement, c'est ce qu'il vous faut. Après, tu fais le road trip là, le road trip de 4 matchs, du côté de la côte californienne où tu vas à Sacramento. Bon, Sabonis, bon, ça va être un petit peu compliqué, je vais pas vous mentir. Tu vas à Golden State. Bon, je pense que là, les joueurs, ils ont dû entourer sur un Ah marqueur ouais. rouge la date. Je pense que là, il y aura une petite envie de se venger, surtout que Steph, il commence à faire le fou sur les captations Ouais, Instagram. Draymond avait déjà fait le fou, Steph ouais, là, Voilà, ça va être, Steph je refait pense le que ouais. fou, enfin voilà, et surtout, petite parenthèse, mais le 27 janvier, il y a un OKC, Golden non, le 29 janvier, pardon,
Il y a un OKC Golden State à San Francisco. Ça fera 2 mois et demi. Bon, je me dis, ça peut être potentiellement un bon moment pour faire un match de retour pour Chet Holmgren. Mais voilà. Bon, le match d'après, c'est face aux Lakers. Bon, allez, merci. Bonne soirée à vous. Et le dernier match pour conclure le road trip et le mois de novembre, c'est face à Houston avec Shengun. Houston, t'es même en décembre. Hein, donc, Ouais, c'est vrai. Mais c'est le 1er décembre. Donc, est-ce qu'on n'est pas encore fin novembre aux États-Unis avec le décalage horaire? Je sais pas. Mais voilà. Donc, dans tous les cas, là, je vous ai cité 9 matchs. Bon, on va être honnête. Peut-être que vous entendrez ça alors qu'OKC a perdu de 20 points. Le match face aux Pels, c'est victoire obligatoire. ils sont pas en back-to-back après, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure. Ah, pardon. Ils jouaient en même temps que nous contre les Clippers. Ah, je manque de sommeil, donc je perds la notion des jours. Mais Non, mais là, en vrai, faut faire, allez, 50-50. Tu fais bilan à l'équilibre sur ces matchs-là. Il faut essayer d'avoir ça. pour moi, New Orleans, tu peux le prendre. Enfin, tu dois le prendre. Phoenix, tu peux le prendre. Ouais, Dallas, allez, on le perd. Allez, bon, allez, c'est bon. San Antonio, Portland, tu dois prendre les deux. Même si c'est deux matchs à la suite, back-to-back, c'est pas grave. Sacramento, tu peux le prendre. Parce que Sabonis, il va pas te mettre 40 points non plus. Golden State, à voir. Lakers, non. Et Houston, c'est ouvert. Pour moi, il y a que Dallas et Lakers où pour moi, c'est lose assuré. Même, ou alors, il faudrait vraiment que tu sois un match comme tu as fait face aux Clippers où tu es genre à 45% à 3 points, tu leur fais perdre 25 ballons. Enfin, c'est le seul scénario, mais c'est pas le scénario le plus probable. Tout le reste est assez ouvert. Donc pour moi, ouais, tu peux faire 5-4, allez, 6-3, ce serait vraiment très bien. Mais si tu es en 5-4, tu es en 14-6. 14-6, c'est très honnête. Donc, Ouais, hein. C'est là que les 14-6, c'est matchs gagnés en début de saison font du bien. Hein, que bien le très sûr. bon bilan début de saison font vraiment du bien. Et après ça, du coup, on va dire jusque-là, si tu arrives à survivre comme ça, tu as Hartenstein qui revient. Et moi, c'est ce que je t'ai dit. Hein, je considère qu'une fois qu'il est là, tu peux retrouver un rythme de croisière. Je sais pas combien de pourcentage de win, mais un truc qui te permet de rester dans le top 4 à l'ouest. Oh large, large. Pour moi, tu as les moyens, tu as le roster pour faire ça et voir venir tranquillement avec Chet. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on n'a pas dit, mais qui sera encore compromettant, c'est qu'on a dit Hartenstein se blesse, on ne pourra pas voir avec Chet, il y aura pas d'automatisme. Bon, bah, tu en auras encore moins avant les Encore playoffs, d'automatisme là. jusqu'à, Ah ouais, franchement, jusqu'à minimum fin janvier, pour pas dire le retour de All-Star break. Ouais, là, il franchement, y ouais. aura rien. Là, il y aura rien. Il y aura 2 mois, 1 mois et demi, dont le Ouais. mois d'avril qui sert à rien. Parce qu'il y a plein d'équipes qui sont en repos, donc tu peux pas vraiment expérimenter. Donc là, ouais, tu vas te ramener avec un échantillon qui est très faible. Moi qui ne voulais pas de la double line-up Hartenstein-Stedt, bah, ça tombe bien, je vais pas l'avoir pendant Tu vas pas l'avoir 80, dans le moment, oui. je vais pas l'avoir pendant les 60 premiers matchs du Ouais. Thunder cette saison. Non, non, mais après, voilà, il y a plein de trucs. Mais je vais être honnête, et peut-être que je me trompe complètement. Je pense que malgré la blessure de Chet, OKC peut encore finir premier de la conférence Ouest. Hein. Je vais être honnête. Hein. Tu peux encore finir premier. Hein. Si tu tiens là sur les Ouais. matchs qu'on a dit, pour moi, à partir du moment où tu récupères Hartenstein et Jalen, oh, tu as tellement de talent à côté que bon, Hartenstein, il va montrer des trucs intéressants. Hein. Et Hartenstein, lui, il a eu un truc où il faut toujours que le pivot qui est au-dessus de lui se blesse. Hein. C'était le cas avec Mitchell Robinson à New York, là c'est encore le cas avec le Ouais, Jet. il vient avec ses poupées vaudou à chaque fois, il se fait Ah, du temps de jeu comme ça. je sais pas, mais Non, toujours en plus, est-il on est que mauvaise langue parce que c'était le premier avec Jay Will à le porter jusqu'au vestiaire et à rester, si vous ouais, regardez le match, je crois qu'il la photo ouais, est marquante. Hein. ouais. Donc non. Après, ça dépend aussi des autres équipes, le classement, d'être premier, et cetera. Est-ce Ah, qu'on tu croit regardes. énormément aux Warriors? Est-ce qu'on croit énormément aux Suns? Est-ce que Denver qui revient très fort là, après un début de saison un peu loupé, Ouais, bah après Jokic, bon. ouais, l'autre il est trop fort là, ça Là, il y a un c'est moment, enfin, bon, parce que moi, je me suis dit, tu vois, à quoi j'ai pensé? Je me suis dit, putain, la blessure de Chet, c'est le narratif parfait pour deux trucs. Le ah, le MVP de chez MVP. Alexander et J-Dub All-Star. Je me suis dit, t'as un Ouais. narratif qui est parfait. En fait, quand tu vois que Jokic, il est meilleur Ah, c'est passeur, abusé. meilleur rebondeur, il est à 55% à 3 points, il est en triple-double de moyenne, mais pas un petit triple-double, hein, il est en 28-12-12. Tu veux faire quoi contre ce mec là? C'est bon. Sachant que Shea, en plus, était pas au niveau de l'année dernière, je trouve, sur le début de saison. Bon, là, il s'est bien réveillé, mais je le trouvais pas non plus s'obstiner un peu à 3 points, un peu moins impactant dans le clutch. Il y a eu pas mal de trucs qui étaient un peu frustrants. Les gens Mmh. râlaient d'ailleurs pas mal sur Shea. Ouais, moi Bon, le aussi. dernier match, rien à dire.
concrètement. Non, Euh, non. Le match face aux, enfin, le match face aux Warriors, il loupe des trucs. Bon, c'est des trucs qu'il loupe. il te casse le momentum, en fait. Je Oui, pense que c'est ça qui a été reproché. Et tu oui, reviens, Daigneault remet les titulaires et Shea monopolise un peu la balle, prend 2 tirs compliqués qu'il peut mettre, c'est ses tirs, mais il les loupe. voilà. Et du coup, tu reprends un mini écart. Donc, Il c'est loupe ça, le je pense, tir qui a pour été. revenir à -4. Il Ouais. loupe le tir pour revenir à -4. Après, il prend un pull-up dégueulasse, il me semble, à -7 ou une connerie dans le genre. Mais oui, bah après, bon, de toute façon, il est obligé de se réveiller. Alors, c'est déjà ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. Ce qui est incroyable avec Shea, ce qui montre à quel point c'est un scoreur extraordinaire, c'est que le mec est déjà, en termes d'efficacité, est déjà au niveau de ses standards de l'an dernier sur ce début de saison, en ayant joué genre 2 bons matchs offensivement, ou 3 bons matchs offensivement. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est incroyable. Il est à, le fameux true shooting plus, il est déjà 8 points plus efficace que la moyenne NBA. Enfin, bref, en étant à 28 à 3 points. Donc non, non, mais pour moi, ouais, c'est vraiment, tu as une opportunité. J-Dub, comme tu l'as dit, on le sent monter de plus en plus en rythme, de trouver son rythme. Ses pull-ups Mmh. à mi-distance, il commence à remettre un peu dedans aussi. Et puis voilà, le match face aux Clippers, tu as vu J-Dub en vrai leader de la seconde unit, quoi. Début de deuxième quart, début de quatrième quart, et bah, tu prends pas de run en fait, c'est Ah, même toi qui en mets. alors, après, je trouve que 4e quart, ouais, 2e quart, je trouve que c'est pas uniquement dépendant de lui. Alors, il est partout, il défend et cetera, mais c'est pas lui qui score, c'est pas lui qui crée les actions. Tu as un bon passage de Caruso, tu as un Oui. bon passage de Wiggins, je crois, à ce moment-là aussi. Enfin, tu as d'autres joueurs qui s'expriment, et lui est là effectivement et ça tient avec lui. Mais c'est pas lui qui porte l'attaque comme au 4e quart où il plante, des gros drives, il y a des dunks en Mmh. contre-attaque. C'est le Son tir à dépositaire. 3 points, ouais, son tir à 3 points qui est de plus en plus là. Mmh. Donc ouais, ça là, je suis d'accord. Ouais, mais c'est le dépositaire un peu du jeu offensif avec le playmaking et cetera, parce que Ouais. le playmaking de J-Dub sur ce début de saison est très, très bon. Mais voilà, je trouve que c'est le moment où ce duo doit vraiment exploser comme un duo, quoi. C'est, voilà, comme tu l'as dit, l'action de J-Dub qui trouve Shea dans le dunker spot, sur la fin de match, bon, moi, je suis pas toujours très fan, mais c'est J-Dub qui remonte la balle avec Shea qui pose un écran. Donc voilà, c'est le moment de faire du jeu à 2 et puis après, c'est aux autres de se développer. Je pense que voilà, en Wiggins, on en a parlé en très bien sur le début de saison parce qu'il est vraiment très bon. Je pense Bon. qu'il était, pas bridé, mais on va dire qu'il était assez limité. Je pense que son skill set est meilleur que, les bribes qu'on a pu voir, ou en tout cas qui pourrait se transcrire sur un échantillon plus grand. Donc, à ce niveau-là, je pense que Wiggins, voilà, il peut être intéressant. Il a déjà bien augmenté sa marque au scoring sur ce début de saison, en plus de son minutage. Je pense qu'il peut vraiment en profiter. Après, voilà, Cason Wallace, il a été vraiment très mauvais offensivement sur le match face aux Clippers, mais je continue de penser que lui aussi peut profiter cette absence pour se développer un petit peu plus balle en main. Et Jay Mitchell n'a pas été mauvais face aux Clippers. Bah voilà, bah, si tu veux des porteurs de balles de seconde unité, tu es bien content Ouais. en fait d'avoir Jay Mitchell pour dire bon bah allez hop, J-Dub il se repose un peu là, on met du Jay Mitchell qui porte la balle, vas-y porte-nous un ou deux drives. Donc il y a des Et joueurs. ouais, en vrai, on s'y attendait pas, on n'avait pas parlé de lui, mais pas si pire, hein, loin de là, hein. Pas Ça va, il y a inintéressant de l'avoir. un rookie, donc il y a du bon et du moins bon, mais Ouais, c'est mieux que franchement, Deion Jones. En tout cas, c'est ah le meilleur bah, oui, rookie. oui. Et mieux que Rich Shepard aussi contre Ouais, j'ai bah, adoré tweeter ça, je te jure. il est enfermé dans le bourbier de Ah Houston, la oui, rotation de guard à Houston, même la rotation à Houston tout court, c'est ouais, difficile. carrément. Mais ouais, il y a plein de joueurs, en tout cas, c'est un malheur, enfin, c'est un bonheur dans un malheur, en tout cas, c'est a blessing in disguise. C'est que, bah, il y en a pour qui ils vont avoir des opportunités supplémentaires. Mmh, mmh mh. Bon, on a pas mal parlé de l'impact sur le roster, on va peut-être parler de l'impact de cette blessure sur Chet, sur lui-même, sur, peut-être la suite de sa carrière, sur son retour, sur plein de choses. Parce qu'il y a quand même pas mal d'impact, en fait, je pense qu'il faut pas négliger pour lui, sans parler d'un retour à 100 et cetera, auquel je me dis: «À la hanche», bon, on va parier là-dessus. Mais tu vois, moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est, on va dire, ça fait 2 fois que Chet, il se blesse en contestant un tir ou sur un choc aérien ou enfin, voilà, le premier c'était une réception. Bon, là, c'est aussi une mauvaise réception après un choc et cetera. On sait qu'il a tendance à être, dans la surintensité, j'ai envie de dire, quand il s'agit d'aller contrer, de sauter, de contester les tirs et cetera. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au bout d'un moment, bon, soit il s'étoffe et cetera, il a confiance, mais est-ce qu'il va pas se dire: «Bon, là, si j'y vais, je vais me péter»?
tu vois? Et que là, je vais peut-être pas aller contester le tir, je vais y aller moins fort ou tu vois? Pour moi, il y a cet aspect mental où peut-être sur les premiers matchs, mais un peu comme quand il est revenu du pied, il va falloir passer un cap, où il va falloir, se rassurer sur les contacts, se rassurer sur, voilà, sur sa capacité à contrer et cetera. Après, comme tu l'as dit, je crois au tout début, je suis rassuré par, son envie de jouer et son côté balleur et son ça me rassure sur énormément de choses. Mais tu vois, il y a quand même ce petit truc dans ma tête où je me dis: «Il faudrait pas qu'il ait trop de blessures de ce type-là et que ça en vienne à le brider ou ouais, voilà, tu vois, à le brider sur ça, quoi». Bah, moi, quand je le vois tweeter quand je le Ouais. vois tweeter: «Andrew Wiggins, cet enfoiré a quand même mis son lay-up, j'en reviens C'est un pas». malade. En vrai, c'est un fou. C'est un fou. Pour moi, honnêtement, j'ai C'est vrai que assez peu bon, de doute sur le fait qu'il va y retourner dès qu'il en aura l'occasion, hein. Je pense non, que mais c'est un peu un kamikaze, mais après, peut-être ça aura de l'impact sur lui où il va se dire: «Faut que je m'étoffe», tu vois? Peut-être que si je faisais, 10 kilogrammes de plus, j'aurais rebondi sur, un peu plus de de il y aurait eu peau un et de peu de il y aurait un mais peu de bon, gras tu en vois? plus, mais je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, hein, Non, je suis honnêtement, pas sûr non plus. Quand je vois quand certains avaient dit ça, que moi, je pense que quand tu tombes de cette hauteur, avec cette force-là, sur ta hanche, bon, je pense que ça peut péter à n'importe qui, hein. Ah ouais, et puis, voilà, encore une fois, enfin bon, c'est pas parce que tu fais, 10 kilogrammes de plus que, tu vas être moins sujet aux blessures, hein. Tu peux avoir Mmh, plus de blessures musculaires. Ce qui est juste con, c'est qu'il se pète 2 fois sur des actions de jeu, sur des faits de jeu, quoi. C'est c'est pas vrai. du et c'est des pures fractures, quoi. C'est vraiment le mec, quand il se blesse, c'est par contre, c'est des fractures, hein. Cherche pas, c'est pas une Ça petite pète. entorse du pied, c'est cassé, cherche pas. Donc, ouais, bah, après limite, franchement et très honnêtement, je préfère que ce soit la hanche que ce soit plutôt que la jambe. Ah bah Parce oui, que je suis d'accord avec toi. la Mmh. hanche, bon, je pense qu'il va bien morfler là pendant 2 mois. Bon, il va marcher en béquille, hein, on va être très honnête. Par contre, je ne suis pas médecin, hein, mais la rééducation et le retour à 100 me semble moins difficile pour une hanche pétée que pour une jambe, comme ça a pu être le cas quand Nurkic il s'est pété la jambe là face à Portland, avant qu'il nous démonte. Je pense que tu perds moins en mobilité en te pétant la hanche qu'en te pétant une jambe, avec une jambe à l'écart. Bah, le truc, c'est comme on l'a dit, il y a pas trop d'antécédents, donc on C'est pourra vrai. pas trop, analyser. Après, ce que je me dis, c'est que oui, tu te fais une cheville vraiment grave, le tibia, le tendon d'Achille, le genou, enfin voilà. Oui, tu perds en vitesse, tu perds en explosivité potentiellement, bon, sauf, extraterrestre, il y en a beaucoup en NBA des extraterrestres, hein, mais sauf extraterrestres. Là, sur la hanche, est-ce que quand on parle souvent de la hanche au basket, c'est sur, ben, la rotation quand tu es en défense, réussir à tourner tes hanches, à bouger tes hanches. Ça va te servir, je pense, au début, il va être en galère pour sauter, faire de la pliométrie, se plier pour sauter et cetera. Mmh. Peut-être sur des longs pas, sur des premiers pas, peut-être ça le gênera un petit peu sur le tout début. Enfin, il sera peut-être un peu rouillé ou il aura de la rééducation là-dessus. Mais effectivement, en fait, c'est dur à le genou, tu sais, c'est habitué. Maintenant là, on sait pas trop ce que ça va avoir comme impact, quoi. Ouais, Va après va va bon, avoir une prothèse de hanche comme les vieux, mais voilà, il aura non, peut-être de la rééduc quand même, quoi. la Il y aura des prothèse qui choses à va faire. sauter. Non, non, Ouais. mais après, ils sont quand même avec, des staffs médicaux en béton Oui. armé. Donc bon, on va dire qu'ils ils peuvent difficilement être mieux entourés pour gérer ça que, en tant qu'athlète professionnel de sport américain. Ça d'ailleurs, bon, c'est un petit truc qui a rien à voir. Souvent, ça tombe sur les staffs médicaux quand les mecs sont tout le temps blessés, quand machin et tout. En vrai, je pense que vu le prix qui doivent être payés, le nombre qui doivent être et cetera, je pense qu'ils font de leur mieux et que, c'est plus aussi les contraintes qu'ont les joueurs NBA, le rythme des matchs, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, hein. C'est des athlètes poussés à l'extrême, enfin, c'est dur de tomber sur le staff médical, enfin, j'ai l'impression que dès qu'il y a une blessure, ça tombe dessus. Alors après, il y a un truc sur lequel on peut tomber, je crois que Souvent les c'était les mêmes Péli équipes, hein. voilà, il y a ça, mais c'est surtout, c'était quoi? C'était avec les Pelicans où ils faisaient revenir des joueurs, ils les soignaient pas bien ou des trucs comme ça là? Non, Je les sais Pels, ils faisaient Brandon Ingram, il avait un problème au pied, il a eu un problème au pied pendant 2 mois et demi. Un truc qui devait prendre non, genre ouais. 3 semaines. Il y a des trucs qui sont louches, ça j'entends. Après, là, le pour Chet, enfin enfin voilà De quoi, faire quoi? Ils ouais. ont rien à faire. Mais non, non, mais après tu et c'est pareil que en plus, Chet Hartenstein, les 2 c'est sur des actions en cours de match, quoi. Situation de merde, ouais, ouais, Ah, des carrément. actions de merde, ouais, je suis d'accord et bizarrement, c'est face à 2 rivaux de l'Ouest. Moi, je dis ça, je dis rien. Denver et Golden State. Non, non, mais après, enfin après, s'il s'était blessé contre Chicago, on aurait dit: «Putain, il se blesse contre les Bulls ou contre une équipe Ouais, pétée là, vas-y». ouais et pourquoi il était sur le terrain, on s'en Voilà, mais non, mais enfin, mais après sur le staff médical, oui, tu peux taper, mais bon, après quand c'est
quand c'est tout le temps les mêmes équipes, mais pas les mêmes joueurs, tu peux te poser des questions, genre Memphis. C'est Ouais, bizarre. Les mecs qui étaient là l'an dernier, ils sont plus là cette année. Et puis mais les ça se mecs qui pète étaient quand pas même. là l'an dernier, ils sont toujours pas là cette année. Mais Non, mais bon, par exemple, je veux dire, tu peux pas tomber sur staff médical pour Kawhi Leonard. Enfin, au bout d'un moment, c'est tout le temps pareil et c'est tout le temps. Ouais, tu vois, il y a un peu de ah tout non, c'est aussi. les Clippers là où c'est C'est peut-être les Clippers. l'entraîneur personnel de Kawhi là, il a divulgué des informations Oui, il y avait parce ça qu'ils l'ont aussi, ouais. viré. Oui, au Kawhi, il devait pas jouer pendant genre 18 mois et les Clippers lui font hop, 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 tu reviens. Bon, enfin bref, c'était la petite aparté là-dessus, mais on parie quand même sur un retour à 100 de Chet et on espère que ça l'impactera pas trop, ni physiquement ni, mentalement par rapport à ce que j'ai dit, même si ça, vu l'envie du gars et cet aspect fou qu'il a des fois sur certains trucs, Ouais, on est par contre, plutôt ça rassurés. un truc qui l'impacte, directement, c'est les trophées de fin de saison puisque, bah, il est Ouais, éligible à plus rien. Voilà, on va être très honnête, hein, parce que si vous loupez 2 mois et demi, ça fait, 35 matchs. Pour, être éligible au trophée de fin de saison, il en faut 65, hein, des matchs joués, sachant que c'est 65 matchs avec minimum 20 minutes. Donc le match face à Golden State, il compte même il pas, compte pas. il faut que 4 minutes. Donc il en reste déjà plus que combien? 15 à louper quoi, max, s'il veut un trophée ou quelque chose, c'est même ça? C'est ça, ouais, 17, parce que c'est 65, ouais, 17, c'est ça. ouais, voilà, Ouais. donc c'est mort, hein, cherchez pas, c'est Oui, fini. Il y aura pas de DPOY, il y aura pas de All Defensive, il y aura pas de All NBA, il y aura pas de All-Star, enfin, tous les il y aura trucs pas de auxquels Rising Star, oh là là, mince. ah, coup dur, coup dur. Mais tous les trucs auxquels ils pouvaient prétendre, hein, parce que franchement, vu le début de saison, le All-Star, ils pouvaient potentiellement y prétendre. Le DPOY, j'en parle même pas. Et même avec l'impact du coup défensif plus le scoring, ils pouvaient prétendre peut-être à une All NBA, vu que tout le monde se blesse là, il y a des spots qui allaient se libérer, ils pouvaient peut-être en gratter une, hein. Donc ouais, lui pour le coup sur les trophées individuels, il va y avoir un petit trou qu'il aurait potentiellement pu avoir s'il avait été présent sur l'intégralité de la saison. Mmh. Et après, tu en as parlé un peu toi aussi sur notre compte. Il y a l'aspect contractuel qui Ouais. rentre en compte pour lui, chose dont on parle depuis très longtemps, mais sans, tout de suite parler négociations, prolongations et cetera. Quand tu arriveras, prochainement sur la table, au moment de négocier le contrat max, ben, ça rentrera en compte. Même si c'est des faits de jeu comme on l'a dit, ça reste des blessures et ça reste un joueur qui aura loupé, sur ses, 3 premières années, 50%. beaucoup de matchs, ouais, à peu près 50, hein. Donc certes, il t'a fait une saison Ironman, j'ai envie de dire, sur sa deuxième, enfin sur sa première et sa deuxième de son contrat. Mais sur la globalité, ouais, tu il y a cette question-là qui se pose. Là où je pense que s'il fait une saison entière sur le niveau qu'il avait là depuis le début de saison, je pense que tu lâchais les sous comme, voilà. Faire donc bon, ça sera à voir comment il revient. Si on lui fait encore pleinement confiance, je pense que oui, mais voilà. Et mine de rien, cette blessure repousse encore en partie un petit peu son développement, qui était encore en cours, parce que c'est pas une version finie de Chet au final qu'on avait encore même au début de saison, hein, donc Mmh. ça repousse aussi ça. Oui, oui, bah, après, moi de ça m'a été un peu reproché de penser aux négociations contractuelles, mais bon, il y a un moment où il faut pas regarder aussi que sur les 2 prochains mois, il faut penser aussi aux Bah prochaines oui, années. Et il y a un moment où, l'été prochain, bah, on va être honnête, hein, ça va être le super max pour Shai, ça va être au moins un max pour J-Dub et Chet, si ce n'est les 2. Donc il y a un moment où ça va être l'été le plus cher de l'histoire du Thunder l'été prochain. Donc il y a un moment où il faut commencer à penser aux sous-sous et effectivement, il y a une réelle question qui veut se poser parce que si tu veux être compétitif longtemps, eh ben, tu dois pas beaucoup te rater sur les contrats que tu donnes à tes joueurs. Et si tu donnes un contrat max à un joueur comme Chet et que finalement, bah, il est absent 50% du ouais, temps, comme c'est le cas là, eh ben, ça va très vite se ressortir dans tes finances parce que tu auras toujours, enfin, t'auras pas toujours un Kayson Wallace sans contrat rookie, tu n'auras pas toujours un Aaron Wiggins, un super deal. Enfin voilà, donc il y a un moment où eh ben, il faut faire des bons choix financiers. Je sais que euh, Memphis, par exemple, avait sous-payé Jaren Jackson Jr. parce que l'année où il signe sa prolongation, il joue que 9 matchs, il me semble. Bon, pour Chet, c'est différent parce que il va revenir en cours de saison. Et je pense que c'est là où potentiellement ça peut ne pas trop changer le mmh, montant qui va lui, que tu vas lui offrir. C'est que tu auras le temps de voir sur février, mars, avril, plus les playoffs, comment il va revenir. ouais, Et du surtout les coup, playoffs, ouais, ouais, surtout les playoffs, bien sûr, qui reste l'objectif, majeur. Mais du coup, sur cet aspect-là, peut-être qu'il va pouvoir s'en sortir. Mais effectivement, il y a une question quand même à se poser, selon moi, c'est est-ce que tu donnes, je sais pas, un contrat max à un joueur qui, oui, 2 actions de jeu, mais la réalité, enfin, on peut essayer de trouver des
des circonstances atténuantes, mais la réalité, c'est que c'est des matchs manqués. Que ce Mmh. soit pour une cheville ou que ce soit pour une hanche pétée, c'est des matchs où tu n'es pas présent. Donc, Chet, c'est un fait. À la fin de sa 3e saison, il aura loupé 50% de ses matchs depuis sa draft. C'est comme ça. Puis mine de rien, des actions de jeu que tu peux avoir, au quotidien, j'ai Bon, envie de dire. C'est ouais. pas non plus un truc, sorti de nulle part, où il s'est pris un mec qui faisait la serpillière, ça existe pas, tu vois? Mais je te dis n'importe quoi, ça aurait pu être Oh un non, ou il concours glisse complet. sur une flaque de Ouais, ou il glisse transpi sur comme un truc, Curry quand ouais. il s'était fait la cheville. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc, ouais, c'est sur des contacts aériens, sur tout ça. Donc ouais, il y aura bien sûr ça à prendre en compte. C'est dur d'en parler là, effectivement, hein, je comprends totalement, mais c'est des choses qu'il faudra pas oublier si on prend du recul sur la situation. Parce que là, en soi, sa blessure, c'est pas une fin en soi. Il va louper quelques mois, OKC va probablement, Mmh. de ce qu'on a dit, survivre. Il sera probablement en play-off quand même. Il va Oui. revenir, il sera probablement à 100. Enfin voilà, c'est pas une fin en soi, mais dans le futur, oui, c'est à prendre en compte effectivement sur pas mal de choses. Parce que s'il se blesse, 1 fois tous les 2 ans, bon, ouais, c'est Bah, pas pareil voilà, qu'un joueur qui est là tout le temps. c'est ça, bah, c'est ça, c'est ça. Donc, après, encore une fois, enfin, sans Chet, OKC peut pas gagner. On va être très honnête, Ouais, peut pas gagner le titre, hein, bien non, sûr, c'est sûr. OKC peut gagner des matchs, mais sans Chet, OKC peut pas gagner. Donc, c'est on l'avait dit quand on a fait l'épisode sur lui il y a de ça, quelques semaines, c'est un peu lui, le plafond ultime de cette équipe, c'est un peu lui le X factor de par son profil. Donc, voilà, c'est aussi une situation où, bah, tu as envie de le cajoler un peu et potentiellement de pas rusher son retour. C'est pour ça que moi donc je suis pas vraiment enfin, je crois pas vraiment à la théorie d'un retour, au bout de 8 semaines. Tu vois? Genre, ça fait 8 semaines pile, allez hop, tu reviens. Je pense que vraiment pour moi, tu le revois pas avant le All-Star break. Donc mi-février, parce que, bah, il y a cette saison et puis il y a la bigger picture, quoi. Il y a les années à venir et c'est peut-être un peu, rétrospectivement, c'est toujours plus facile d'avoir raison, mais c'est là aussi on peut revenir sur la saison précédente et se dire que, en fait, des saisons comme, le Thunder a connu l'an dernier où tu as une Mmh. santé parfaite au niveau de tes role players, eh bah, ça arrive très peu et quand ça arrive, faut peut-être en profiter et pas s'entêter, notamment sur le cas Josh Giddey où tu savais pertinemment que ça allait pas fonctionner et tu te dis peut-être, si tu fais la rétrospective dans quelques années, tu te dis: «Bah, cette saison-là, on avait une santé parfaite et bah, on a peut-être été un peu frileux et peut-être pas su capitaliser sur cette saison en santé». Parce qu'on dit beaucoup les pics de draft, on dit beaucoup les contrats rookies, Mmh. mais tu as des saisons où tu dois capitaliser sur la santé de tes meilleurs. Ouais, bon après on va pas revenir sur Kagidi, Non, on va pas non, bien savoir ce qu'il y sûr. avait comme offre sur la table ou autre. Mais oui, je suis d'accord que les saisons en bonne santé, il faut en profiter ou alors faut avoir de la marge comme Boston, j'ai envie de dire, où tu t'en Mmh, sors même en match de finale, sans Porzingis quoi. Mais on en est loin encore pour l'instant. mmh. Mais ouais, je suis d'accord avec toi et en tant que fan du Thunder, on est bien placé pour savoir qu'il faut capitaliser quand tu es en bonne santé en playoff C'est clair. notamment. Je pense que voilà, les gens, pourront être que d'accord avec nous là-dessus. Donc ouais, ça sera, on se posera rapidement la question, bah, dans quelques mois maintenant de Chet, de son contrat, de son retour. On va malheureusement devoir l'oublier un petit peu pendant quelque temps. Enfin l'oublier non, mais on en parlera sûrement un peu moins, donc pendant quelque temps. Ouais, bah, En je sais pas espérant si parler de son backup rapidement, c'est plus ça qu'on va souhaiter. ouais, ouais, bah, je sais pas s'il sera sur le banc ou s'il sera, un peu éloigné, mais bon, on verra comment ça va se passer. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est du challenge aussi. Je pense que OKC, doit prouver que tu es capable de supporter ce genre de challenge et puis, encore une fois, comme on l'a dit, ça a été, OKC a été vendu comme un espèce d'ogre dans la conférence Ouest. Donc Ouais, normalement, à partir du moment où tu récupères Hartenstein et Jaylen, tu as tellement de talent sur les autres postes que, bah, tu dois continuer à dérouler pour moi. ouais. Et puis, pour le coup, les blessures là sur le début de saison, pour conclure, je pense que globalement beaucoup en ont. Peut-être pas des aussi longues ou peut-être, pas aussi impactantes, mais tu en as beaucoup d'équipes qui ont ces blessures-là, hein. Il y a Autant KD, sur le même heu poste. oui, c'est plus ça aussi, mais voilà, il y a les Grizzlies, Boston joue sans Porzingis, enfin, pas mal d'équipes qui sont sans certains joueurs, ouais. Mmh, mmh, C'est mmh. plus l'accumulation effectivement qui est rare, qui Ah est là, ouais, faut te là, il y a ta première, deuxième, troisième, quatrième option sur un poste qui est absente. Ça, c'est quand même assez, extraordinaire. Mais effectivement, on est, là, c'est Spotrac qui a publié la stat. Je crois qu'on est sur 600 matchs loupés par semaine en NBA. Tu waouh! prends toutes les équipes, on est sur un rythme de 600 matchs loupés par semaine. Ça fait 3 semaines que la NBA a repris. Alors là, on est sur un début de saison où en termes de blessures autant l'an dernier, ça avait été relativement calme,
Là, cette année, oh. Ouais, j'ai l'impression que tous les ans, il y a des périodes où ça tombe, et là, Ah c'est ouais, tôt mais là, par contre, oui, mais ça tombe très fort. Parce que si tu regardes les All-NBA ouais. de l'an dernier, Kawhi joue 65 matchs, KD joue 65 matchs, LeBron joue plus de 65 matchs. Là, cette année, bon, bah, Embiid, bon, il y avait que Embiid qui s'était blessé. Mais Ouais. là, sur le début de saison, sachant que tu as des joueurs comme Luka Doncic, bon, qui jouent blessés, tu as des joueurs comme Rudy Gobert qui jouent blessés aussi, ou diminués en tout cas. Donc, ouais, tu es dans une situation où tu as énormément de blessures en ce début de Mmh, mmh, saison. Et mmh, mmh. voilà, encore une fois, Memphis, ils ont pas Ja Morant, ils ont pas Desmond Bane, ils ont pas Marcus Smart, ils ont pas X, ils ont pas J.J. Jackson, ils ont pas Vince Williams, ils sont en 6 ou en 7-4. Donc pour moi, les blessures sont un facteur, mais doivent pas être un prétexte pour un effondrement de tes performances. On est pas mal aussi en accumulation sur un poste pour les Grizzlies là sur Ah ouais, sur c'est les honnête. guards, c'est pas mal. Mais ils C'est pas trouvent mal. toujours des gars qui viennent de C'est nulle part et ouf. qui sont bons, les Scottie Mais Pippen, les Phil Jackson. on est un peu comme ça aussi, hein. Oui. Jay Mitchell, on l'attendait pas à ce qu'il joue, 10 minutes par match et qu'il soit, cohérent sur le terrain, loin de là, C'est hein, vrai, donc mais les role players de Memphis sont quand même à un autre niveau. Parce que ils quand tu sont vois que ça draft bien, ouais. Mmh. Ouais, quand tu vois que Scottie Pippen, junior d'ailleurs, tu sais, il a vadrouillé un peu en NBA et puis, Mmh. là d'un coup ça devient limite le meilleur backup meneur, de toute la ligue devant, TJ McConnell. Tu fais: «Ouh là, d'où il sort en fait le boug?» Donc, oui, Carrément, non, ouais. non, non, mais ouais. Heu, on va arrêter là, Constant. On a pas mal parlé du catch-up et de l'impact que ça a sur l'équipe. On a quand même hâte de voir les prochains matchs, voir ce que ça donne du coup, si ce qu'on a dit sera confirmé, comment on s'adapte face aux différents match-up aussi, parce qu'il y aura des pivots dominants en face, des fois il y aura du small ball, il y aura plein de choses. Donc on a quand même hâte de voir ça, on a hâte de le voir bien sûr de retour et on lui souhaite être de retour le plus rapidement possible en forme. Et puis, ben, en attendant, suivez-nous partout, sur Twitter. Mine de rien, on fait quand même régulièrement les lives et on a encore les recaps et les trades de recap de semaine. Donc pour l'instant, pas beaucoup de changements d'activité. Sur YouTube, sur Twitch, voilà, suivez-nous partout. Et puis, ben, on sera de retour très vite avec, ouais, normalement pas mal de contenu, que ça soit sur OKC, que ce soit des trucs un peu différents d'habitude aussi, j'ai envie de dire. Sur OKC, hein, ce sera toujours, mais un peu différent dans le format, on va voir si ça se fait. Et puis voilà, salut à tous. Salut!